Radio J. Le 10-11, Lise Goutman. Radio J. La revue des revues. Lise Goutman. Radio J. David Reynard, bonjour. Bonjour Lise. Alors aujourd'hui, David, vous souhaitez nous parler du dernier numéro de la revue des Deux Mondes. Quel thème ce numéro de rentrée se propose-t-il d'analyser ? Oui, le dossier principal porte sur l'islam en France, histoire, culture, antisémitisme, immigration. Dans son éditorial qui est intitulé « Où sont donc passées les clés de la République ?», Aurélie Julia, la brillante directrice de la revue des Deux Mondes, cite la pièce satirique de Max Frisch, « Monsieur Bonhomme et les incendiaires ». Théodore Bonhomme, dans la pièce, qui a bon cœur, se fait un devoir d'accueillir dans sa demeure des individus qui sonnent à sa porte et qui sont en réalité des pyromanes, auteurs des incendies criminels qui ravagent la ville, alors que pendant ce temps, il a mis à la porte de l'artisan de sa fortune qui, dans la pièce, va se suicider. Tous les signes avant-coureurs d'un drame imminent sont là, mais Monsieur Bonhomme décide quand même de se lier d'amitié avec ses hôtes et même de leur fournir les allumettes qui vont servir à ce que la maison brûle. Et alors que nous dit cette pièce sur les rapports justement de la France avec l'islam gangréné par l'islamisme ? Ceci alerte Aurélie Julia, au royaume de la bonne conscience, la vérité est rarement facile à dire, à entendre et aussi à reconnaître. Quand on a fait entrer le loup dans la bergerie, l'animal manifeste rarement une disposition végétarienne. Alors quel genre de vérité difficile à dire et à entendre énonce ce dernier numéro de la revue des Deux Mondes ? Oui, numéro qu'on trouve dans tous les kiosques, c'est bien sûr. Le numéro de septembre. C'est important de le dire. Actuellement. Prenez le texte par exemple de Christian Autier qui s'interroge comment le progressisme est-il passé de « je suis Charlie » à « je suis Hamas ». Métamorphose inséparable de l'émergence d'un nouvel antisémitisme. Que s'est-il passé ? Comment des antiracistes, des défenseurs de la laïcité, des républicains de gauche ont-ils pu succomber à des forces religieuses, politiques, idéologiques, qui sont liberticides, racistes, violentes et qui prônent et pratiquent le terrorisme ? Il y avait quand même beaucoup de signes avant-coureurs de la dérive de la gauche vers l'antisémitisme. Oui, de la gauche et de la gauche de la gauche. Ah oui, pardon, de la gauche de la gauche, oui. Et de l'extrême gauche. Oui, bien sûr. Et Christian Autier, dans son texte, cite quelques-uns de ces signes avant-coureurs. Alors, par exemple ? Par exemple, Edoui Plenel, qui exprimait son soutien à l'organisation Septembre Noir, qui avait été responsable des attaques aux Jeux Olympiques de Munich. Roger Garaudy, passant du marxisme au négationnisme avec son livre « Les mythes fondateurs de la politique israélienne ». Parallèlement au surgissement de l'islam dans la société et l'espace politique, on assista plutôt aussi en France, dans les années 2000, à l'apparition d'un nouvel antisémitisme. Et sur ce front-là aussi, les digues allaient sauter. Alors, l'auteur du texte cite aussi l'éloge des frères Kouachi par la romancière Virginie Despentes. Oui, donc le texte de Christian Autier... En effet, on se souvient des attentats contre Charlie Hebdo et l'Hypercacher à Paris les 7 et 9 janvier 2015. Dès le 17 janvier, dans les Inrocks, la romancière fait part de son admiration pour les frères Kouachi qui préfèrent, je la cite, mourir debout que vivre à genoux. La citation, une des citations, « J'ai aimé aussi ceux-là qui ont fait lever leurs victimes en leur demandant de décliner leur identité avant de viser au visage. J'ai aimé aussi leur désespoir. » On a été mis au banc de la société pour moins que ça. Oui. Des propos obscènes et délirants, mais cantonnés alors à quelques personnalités ainsi qu'à des mouvements radicaux. Ce processus de conversion a culminé après les massacres par le Hamas en octobre 2023 et le ralliement de la France insoumise au fanatisme islamique et au terrorisme aveugle contre les Juifs. Alors, l'auteur du texte écrit que face à cet islamo-gauchisme qui donne la nausée, c'est le moins qu'on puisse en dire, et qui gagne du terrain, on pourrait être tenté de désespérer
jusqu'au bout? Y a-t-il tout de même des raisons d'espérer, David? Alors, des raisons d'espérer, il y en a quelques-unes que cite la revue. Parce qu'il y a quand même des lanceurs d'alerte, des esprits libres, il y a des résistants. Déjà, la revue des Deux Mondes, puisque j'ai cité tout à l'heure Aurélie Julia, sa directrice, on pense aussi, avec l'auteur de l'article, à Caroline Fourest, Pascal Bruckner, Boualem Sansal, mais on pense aussi bien sûr à Kamel Daoud, ce grand intellectuel et écrivain français, un homme qui n'a peur de rien, qui a accordé dans la revue à François-Olivier Gisbert un entretien dans lequel il parle de l'islamisme, de ses racines, de ses colères et de ses doutes, sans langue de bois. Alors dans la revue, Kamel Daoud s'interroge aussi sur cette fascination de l'islam en Occident. Oui, oui, en effet. Il évoque notamment ces intellectuels qui acceptent l'islamisme. Il parle de la fascination du mal ou de la fascination pour l'exotisme dont est empreint le discours radical français. Il y a, ceci dit, des pays pour lesquels il commence à désespérer, comme la Belgique, par exemple, dont il parle comme le ventre mou de l'Europe, qui risque de devenir, selon lui, le premier émirat européen. En revanche, pense-t-il, dans l'entretien qu'il a accordé à la revue, le socle républicain reste fort en France et les digues ici résistent encore, selon lui. Alors, un autre texte dans la revue qui pointe les réalités démographiques concrètes en France s'avère nettement moins optimiste. Oui, alors ce texte dans la revue des Deux Mondes, le dernier numéro, intitulé « Islam et immigration, les chiffres », s'en tient vraiment aux chiffres et aux faits. La religion musulmane avait quasiment disparu du territoire de l'Europe occidentale depuis plusieurs siècles. L'amorce puis l'accélération de l'immigration extra-européenne, en grande partie musulmane, à compter des 30 Glorieuses, ont engagé une dynamique d'implantation de l'islam en France. Alors, les statistiques ethniques sont interdites en France. Il n'y a donc pas de chiffres, David ? Alors si, le texte nous fournit quelques données. On peut en citer rapidement quelques-unes. Analysons par exemple la part des nouveau-nés garçons portant un prénom arabo-musulman. C'était quasiment égal à 0% en 1950 et elle dépassait 21% en 2021. Déjà, depuis 2017, 2 millions de premiers titres de séjour ont été octroyés. L'analyse de leur distribution par nationalité, nous dit l'article, et nous le montre, révèle une représentation majeure du monde islamique parmi les récipiendaires. Notez aussi que depuis 2017, notre pays a reçu 825 000 primo-demandeurs d'asile sur son sol, soit l'équivalent démographique d'une ville comme Marseille. Et 61% de ces primo-demandeurs d'asile en France sont des ressortissants de pays à majorité musulmane. Donc c'est vrai qu'afin de ne pas s'enliser dans l'impuissance, on ne peut pas faire abstraction de ces réalités. Alors l'article mentionne-t-il des exercices se projetant dans l'avenir ? Oui. L'article cite notamment le Pew Research Center. En 2017, cet institut américain qui est spécialiste de démographie religieuse, a réalisé une grande étude sur l'évolution de la population musulmane en Europe d'ici à 2050 selon différents scénarios. Et dans le scénario correspondant aux réalités constatées à ce jour, l'Institut américain estime que la France comptera 13 200 000 musulmans en 2050, soit 18% de sa population, la France. Et au niveau européen, l'ensemble Union européenne, Royaume-Uni, Suisse, Norvège compteraient 75 millions de musulmans. Ces données démographiques ne rendent-elles pas d'autant plus dangereuses les manipulations idéologiques ? Oui, alors c'est sur quoi Jean Slamovitch, dans un texte passionnant publié dans ce numéro, attire notre attention. Il pointe notamment l'intégration du mot islamophobie dans un dispositif discursif qui fait de la critique de l'islam politique un interdit moral. Or, on sait que l'islamophobie est un concept criminalisant visant à établir une onde sociale liée à la critique de l'islam, voire de constituer cette critique en délit. Rappelez-vous que la militante insoumise Ercilia Soudé a pu considérer qu'une enquête de l'IFOP qui mettait en lumière le sentiment d'insécurité des juifs français était islamophobe. Le djihad judiciaire s'inscrit donc, si vous voulez, dans cette dynamique victimaire qui œuvre à la promotion de l'islam
en faisant taire ses critiques. Et dans leur volonté de déstabilisation, les islamistes peuvent aussi compter sur un allié inattendu, nous dit Céline Pina dans la revue. Quel allié, David ? Justement, voilà, l'intitulé du texte, le titre du texte dit tout. Ce texte intitule « Les noces paradoxales du wokisme et de l'islamisme ». Et l'on peut s'étonner en effet de voir des militants trans et homosexuels, par exemple, défiler avec des pancartes pro-Hamas sous la bannière Queer for Palestine. C'est comme si des poulets manifestaient sous le drapeau Chicken for KFC. Cette blague fonctionne au premier degré, nous dit Céline Pina, puisque les islamistes du Hamas considèrent l'homosexualité comme une pratique abominable et malheureusement, de façon absolument horrible, ils joignent le geste à la parole et ils jettent les homosexuels du haut des immeubles. On rit mais c'est nerveux, David, évidemment. La même question se pose en ce qui concerne les néo-féministes, dont le combat pourtant repose sur l'égalité des droits et sur l'accès des femmes à la citoyenneté, et qui soutiennent le port d'un signe sexiste qui marque l'infériorisation de la femme, le voile. Elles sont également incapables aujourd'hui, et hier, il y a peu de temps, de soutenir les Israéliennes victimes de viols le 7 octobre. C'est le moins qu'on puisse en dire. Ce numéro, donc, de la revue des Deux Mondes, vous l'avez dit en début d'émission, est là pour rappeler ces vérités si difficiles à entendre. C'est essentiel, même si le texte dans la revue de Daniel Sibony nous met en garde. Il assistait à un colloque sur l'antisémitisme. Il a demandé aux musulmans dans le public si la vindicte anti-juive du Coran se transmettait dans leur entourage. Alors un imam a pris la parole pour dire « Je suis contre le terrorisme et je soutiens Israël ». Daniel Sibony lui a demandé s'il connaissait la vindicte anti-juive du Coran. L'imam a répondu qu'il n'y avait pas de vindicte anti-juive dans le Coran, que l'islam était une religion de paix. Alors Daniel Sibony a cité une sourate très claire, la sourate 3, dans laquelle les gens du livre, par exemple, sont traités notamment de pervers. Et l'imam affirma qu'il ne connaissait pas ce verset. Et Daniel Sibony conclut son texte en disant « Ignorance et déni protègent de la réalité ». Un numéro un peu difficile à lire, haut en couleur, passionnant, la revue des revues du mois de septembre 2024. David Reinhardt, merci beaucoup d'avoir été avec nous et à très vite sur Radio J. Au revoir. Au revoir. Radio J. Votre programme revient dans moins d'une minute. Radio J. Le 6-9, Ilana Ferradian. Tous les matins à 7h45 sur Radio J.